oui, je ne sais pas comment en fait. Voilà. Donc, merci Ange de me donner la parole au nom du groupe MIVG 1.5. Donc, en guise d'introduction au séminaire, aujourd'hui, on va vous présenter une minute verte sur la thématique du stockage froid au laboratoire, c'est-à-dire les réfrigérateurs, les congélateurs -20 et les congélateurs -80. Pour mémoire, quand on a réalisé le bilan carbone sur l'année 2019 sur les activités du laboratoire, ce stockage froid représentait 8% du bilan carbone, ce qui est très conséquent. Il suffit de s'y intéresser. Donc, un petit focus sur les -20. La consommation théorique donnée par les fabricants sur un congélateur -20 du type de ceux qui sont au laboratoire, elle est de 384 kWh à l'année. On a fait des mesures en conditions réelles sur un de nos appareils et la consommation était en réalité de 618 kWh. Donc, comme vous voyez, en fonction de l'utilisation qu'on a, la consommation réelle peut être très supérieure à celle qui est annoncée par les fabricants. Et ce qui est expliqué par la façon dont ils les utilisent. Chez nous, ils sont très sollicités, souvent ouverts, etc. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on avait fait une mesure avant dégivrage et on avait trouvé une consommation équivalente à 636 kWh à l'année, c'est-à-dire une consommation 19% supérieure à celle qu'il y a lorsque l'appareil est correctement dégivré, d'où l'intérêt de faire ce dégivrage régulièrement. Un autre détail important pour le bien de notre consommation énergétique. On a besoin de trier et de ranger régulièrement ces contenants et pour ça, il est indispensable d'avoir un bon étiquetage de tout ce qu'on met à l'intérieur, c'est-à-dire il faut qu'il y ait absolument le nom de la personne qui a placé quelque chose dans le frigo ou le congèle, le nom de l'équipe, la date, la nature de l'échantillon et le nom du projet également, parce que quand on se retrouve avec un sac avec une centaine de tubes marqués larves et on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à qui c'est, on ne sait pas depuis quand c'est là, on n'ose pas le jeter et 10 ans plus tard, c'est toujours là, personne n'y a touché, c'est un petit peu dommage. Donc, pour terminer, je voulais vous présenter un projet qui va être mis en place prochainement par le groupe logistique pour une meilleure gestion de ce stockage froid. Donc, chaque appareil a normalement des contacts qui ne sont pas très à jour, mais dorénavant, la mise à jour sera faite une fois par an. Pour les congélateurs, il va être mis en place un planning annuel avec pour chaque appareil au moins une date de dégivrage et de tri. Ce planning sera mis en place par les personnes en contact pour ces appareils, mais le dégivrage et le tri sera réalisé par les utilisateurs de chaque machine. Pour les réfrigérateurs, ce sera pareil, donc il y aura une date, pas de dégivrage cette fois, mais une date annuelle pour le tri pris en charge par les utilisateurs pour éliminer tout ce qui est vieux et pas utilisé, etc. Et les responsables de salle, ainsi qu'avec l'aide du groupe logistique, vérifieront que ce travail a été fait. Ceci pour améliorer notre gestion du stockage froid et diminuer notre consommation énergétique associée. Je vous remercie pour votre attention. Elle nous a quand même mis le petit poney en étiquetage. Oui, Vanina. Je vous souhaite un bon séminaire. Désolée, je la trouvais trop marrante, Cécile, j'ai adoré. Et je viens de montrer à Rémi, qui est à côté de moi, il a écouté aussi, désolée. Pardon. Merci beaucoup. D'accord, merci Cécile pour cette présentation. Aujourd'hui, nous allons recevoir Benjamin Roche, David Royce et André Arnal qui vont nous parler simultanément du laboratoire international Eldorado et nous expliquer comment lier biodiversité et maladies émergentes. Donc, nous allons commencer par Benjamin Roche, qui est directeur de recherche au sein de l'unité, mais basé à Mexico. Il travaille sur la compréhension des idées interdisciplinaires clés qui peuvent être glanées en réunissant les domaines de l'écologie évolutive et de la santé publique. Donc, nous allons commencer par toi, Benjamin. Merci, Ange. Vous voyez bien ma présentation plein écran? Oui, je prends ce point, oui.
Ok, bonjour à tous. Merci d'abord d'avoir accepté de décaler ce séminaire à 15 heures, ce qui a permis à notre cher David d'avoir une nuit à peu près complète. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu toute la galaxie de projets qu'on est en train de réaliser au Mexique, donc sous la coupelle du laboratoire Eldorado. Alors, tout d'abord, ça s'est bien passé. Voilà. Bon, des choses que je pense ici, tout le monde connaît, hein. On est rentré effectivement dans une ère d'émergence des maladies infectieuses depuis maintenant une vingtaine d'années, avec l'émergence à répétition des grippes aviaires, du virus West Nile, du Zika, des épidémies d'Ebola, des différents coronavirus jusqu'au, évidemment, au SARS-CoV-2 aujourd'hui. Je vais demander à tout le monde de couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter de faire des interférences. Et donc, à chaque fois qu'on a des émergences comme ça, la réaction, elle est toujours la même, c'est d'essayer d'arriver à contrôler ces émergences dans un contrôle un peu d'urgence. Bon, depuis maintenant un peu plus d'un an, on a, je pense, un très, très bon panorama d'exemples sur comment on essaie de contrôler ce genre d'émergence en urgence. Mais l'idée que nous voulons développer, et que nous ne sommes pas les seuls à développer, mais que nous voulons développer au Mexique, c'est de comprendre vraiment l'écosystème dans lequel ces maladies infectieuses émergentes peuvent émerger, afin de non plus d'essayer de contrôler sa propagation, leur propagation en urgence, mais vraiment d'essayer d'attaquer les facteurs globaux qui permettent ces émergences. Or, on sait que ces maladies émergentes, la très très grande majorité sont des zoonoses, donc des pathogènes qui sautent de différentes espèces animales à l'homme. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à comprendre l'écosystème complet dans lequel ces pathogènes circulent, afin de prévenir leur émergence d'une façon durable. Donc, pour reprendre un peu cette idée, hein, jusqu'à maintenant, on attendait que le feu commence à se propager dans la forêt pour commencer à s'y intéresser, à essayer de le contrôler. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. L'idée de ce laboratoire Eldorado, et pas que de ce laboratoire, mais là aujourd'hui on va parler de ce laboratoire, c'est d'intervenir vraiment en amont de cette phase où le pathogène s'est adapté à l'homme, et de vraiment s'intéresser à l'interface animal-homme, de comprendre comment la circulation de pathogènes dans la faune sauvage et la faune domestique se traduisent par une exposition dans les populations humaines, et aussi comment les différentes activités humaines, les différents processus qui impactent les écosystèmes font que les réseaux de transmission des pathogènes sont modifiés et que certains pathogènes peuvent augmenter en prévalence. Donc, la raison pour ces émergences, en particulier de virus, elles sont bien connues maintenant, sont bien documentées. C'est généralement lié à quelques grands changements globaux, et en particulier la déforestation, qui va avoir pour conséquence, entre autres, de réduire la biodiversité et donc d'annuler quelque part le potentiel effet de dilution qu'elle peut jouer sur la transmission de plein de pathogènes. Audrey en parlera un peu plus tard. Et également, ces processus font que les populations humaines sont de plus en plus en contact avec cette faune sauvage qui est donc elle-même de plus en plus infectée. Donc, on a un cocktail parfait pour avoir ces émergences de maladies zoonotiques. Mais en même temps, évidemment, la déforestation, elle est liée aussi à des activités économiques, à la croissance économique, que ce soit le développement de l'agriculture, l'expansion urbaine, donc pour la survie tout simplement hein, des populations locales. Donc on voit que là, on a vraiment un conflit entre ce qui peut arriver à long terme à cause de ces activités humaines et les bénéfices de ces activités humaines à court terme. Donc le but de ce laboratoire, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment on peut concevoir des stratégies de conservation, de protection de l'environnement durable qui peuvent protéger les populations humaines des émergences de virus et qui n'impactent pas trop négativement la croissance économique à court terme, afin que ces stratégies puissent être implémentées de façon durable. Donc, notre champ d'étude, c'est la péninsule du Yucatan, dans l'est du Mexique, qui est une zone, et David va beaucoup plus en parler, qui est une zone avec une très très forte biodiversité, avec énormément d'activités humaines qui impactent aussi cette biodiversité. Donc, c'est un peu notre laboratoire à ciel ouvert. Je reparlerai après justement des dialogues science-société qu'on essaie de développer dans cette péninsule. Donc, les modèles biologiques sur lesquels on travaille au sein de ce laboratoire, alors au départ, c'était vraiment focalisé sur les flavivirus, principalement donc, des virus transmis par des moustiques, et notamment les virus qui ont pour réservoir les oiseaux sauvages.
Historiquement, on s'intéresse aussi beaucoup aux hantavirus, donc des virus transmis par différentes espèces de rongeurs. Et puis, bien sûr, aussi, historiquement, il y avait une tradition, on va dire, de travailler sur les coronavirus chez les chauves-souris dans le Yucatan, et qui, bien sûr, a été amplifiée pour répondre aussi aux besoins de connaissances qu'on a sur ces virus à l'heure actuelle. Donc, notre approche de recherche, et je laisserai la parole à Audrey après. Donc, tout d'abord, on a un groupe de travail qui vraiment se focalise sur comprendre la circulation virale dans la faune sauvage. Alors, au travers d'approches expérimentales, c'est ce qu'Audrey va présenter, au travers d'approches empiriques, ça c'est ce que David montrera. On développe aussi des études sérologiques chez l'homme pour comprendre, justement, après, lors du deuxième working group, les drivers anthropologiques, sociologiques qui fait que la circulation dans la faune sauvage se traduit en exposition dans les populations humaines. Et enfin, la dernière partie, qui est vraiment cette fois-ci une approche beaucoup plus de modélisation, qui a pour but d'abord de reconstruire toute la chaîne d'événements entre les activités humaines, la circulation des virus dans la faune sauvage et l'exposition des populations humaines, afin de tester différentes stratégies intégrées, alliant à la fois protection de l'environnement et diminution du risque d'émergence zoonotique. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Audrey et je conclurai après la présentation de David. Merci. Alors, attendez. Vous m'entendez bien là? On t'entend, on ne te voit pas par contre. Attends, bouge pas. Et non, ouais. Je suis juste dessous. Parfait. C'est bon. Je démarre la vidéo. Ah, ça devrait être bon là, je pense. Hop. Parfait. Ok, parfait. Écoutez, Benjamin nous a présenté l'intérêt de comprendre les impacts actuels et futurs du déclin accéléré du coup de la perte de biodiversité sur l'émergence d'agents pathogènes et donc sur la santé humaine. Et du coup, voilà, actuellement, il y a de nombreuses recherches qui se concentrent sur la théorie de l'effet de dilution, qui stipule que plus on a une grande diversité d'espèces de vertébrés, plus on dilue la transmission de nombreux agents pathogènes, et en particulier pour les maladies à transmission vectorielle. Donc, pour expliquer mon propos, voilà, je vous ai présenté ici deux écosystèmes, donc celui de gauche avec une faible richesse spécifique et celui de droite avec une forte richesse spécifique. Et du coup, si on introduit dans ces écosystèmes une espèce de moustique capable de transmettre des agents pathogènes, on s'attend à ce qu'il pique aléatoirement les espèces qu'il va rencontrer au cours de son cycle de vie. Et cependant, alors, ces espèces de vertébrés ne sont pas égales en termes de transmission, c'est-à-dire que certaines espèces vont participer à la transmission et d'autres ne participeront pas à la transmission du pathogène, et c'est ce qu'on appelle communément les espèces cul-de-sac. Donc, en conservant une forte richesse spécifique, en fait, en vertébrés, on augmente le nombre de piqûres sur ces espèces cul-de-sac, et du coup, on va diluer la transmission de ces agents pathogènes. Donc, cela signifie qu'en augmentant la diversité de réservoirs vertébrés, on diminue la prévalence d'agents pathogènes. Donc, à l'inverse, une plus grande diversité de vecteurs, même s'ils sont peu compétents, va pouvoir augmenter le nombre de piqûres sur les individus vertébrés. Et donc, dans ce cas-là, on va observer une amplification de la transmission des agents pathogènes. Donc, par conséquent, ça veut dire que la diversité des vertébrés et des vecteurs peut avoir des effets opposés sur la transmission des pathogènes, qui vont conduire à des schémas épidémiologiques très différents selon si on a une diversité différente observée dans chaque écosystème local. Et en plus d'impacter la transmission des agents pathogènes, en fait, ça peut aussi impacter la diversité, en fait, l'évolution plutôt des virus. Cependant, là encore, en fait, l'impact des espèces de réservoirs et de vecteurs ont là aussi des effets opposés sur la dynamique évolutive des agents pathogènes. Alors pourquoi? Parce que lors de l'infection dans un réservoir vertébré, en fait, les populations virales vont être sous pression de fortes réponses immunitaires, que ce soit innées ou adaptatives, qui vont tendre à diminuer la diversité génétique virale.
Par contre, lorsqu'on a une infection chez le moustique, en fait, les populations virales sont moins affectées par les réponses immunitaires, ce qui va donner lieu à une diversification génétique qui va favoriser les génotypes viraux rares. Donc, ces pressions vont façonner la diversité virale dans les réservoirs et dans les vecteurs, mais leur ampleur dépend de l'identité de chaque espèce de réservoir et de vecteur qu'on a dans les écosystèmes. Alors, d'où l'intérêt en fait de comprendre comment ces changements dans les communautés de réservoirs et de vecteurs vont affecter la diversité virale. Alors, dans ce contexte, je me suis intéressée au virus du West Nile, qui est un virus ARN qui infecte alternativement des espèces aviaires et des vecteurs arthropodes, donc principalement des moustiques du genre Culex. Alors, en fait, ils peuvent également infecter des humains et des chevaux, qui ne vont pas participer à la transmission du virus, mais qui peuvent quand même développer des symptômes cliniques liés à la présence du virus. Donc, le virus West Nile, c'est un excellent modèle biologique. Pourquoi? Parce que pour étudier l'impact de la biodiversité sur le cycle de transmission et la dynamique évolutive des pathogènes, puisque en fait, il s'intègre dans un véritable système multi-réservoir, multi-vecteur. En plus de ça, le virus West Nile, c'est un virus qui est d'importance mondiale en termes de santé publique, avec une incidence élevée, et pour les cas cliniques graves, on a 1 à 5% de ces cas qui sont mortels. Et également, l'effet de dilution a été détecté sur ce virus, mais sans jamais considérer la diversité virale. Donc, c'est l'idée de mon projet. Donc, c'est dans ce contexte que s'inscrit mon projet de recherche, dont je vais vous présenter une petite partie, qui est la partie expérimentale, qui va permettre en fait d'estimer la contribution des espèces de vecteurs à la transmission et à la diversification des virus West Nile. Et pour cela, je vais réaliser des infections expérimentales de différentes espèces de Culex qui sont présentes dans la péninsule du Yucatan. Alors, chaque espèce de Culex sera infectée oralement avec 2 souches de virus West Nile, soit indépendamment comme dans l'expérience 1, soit en séquentiel comme dans l'expérience 2 et 3. Le but étant de quantifier l'effet de chaque espèce de vecteur sur la transmission et la diversification du virus West Nile, et de prendre également en compte la compétition entre les souches virales. Alors, pour déterminer la charge virale de l'infection, les glandes salivaires des moustiques seront disséquées et individuellement analysées à l'aide de trioplex RT-PCR en temps réel. Et pour déterminer la diversité virale, tous les échantillons positifs pour le virus West Nile seront séquencés par Illumina ESSEC. Et donc, ces résultats vont permettre de déterminer les mutations apparues au cours de l'infection, les souches de virus qui vont coexister à différentes densités au sein des individus, et les pressions sélectives qui ont opéré au cours de cette infection. Et donc, combinées ensemble, ces données permettront d'obtenir en fait la première caractérisation de l'évolution intramoustique du virus West Nile pour différentes espèces de vecteurs. Voilà, donc je vais laisser la parole à David. Je vais arrêter le partage. David, tu m'entends? C'est bon. On ne t'entend pas, David. Je ne sais pas si tu parles. Ouais, David, on ne t'entend pas. Ah, comme bon. Ça? C'est bon. C'est bon. C'est bon, on t'entend. C'est bon, vous m'entendez? On t'entend, on te voit. OK. Et la présentation, ça va? Oui. C'est parfait. Feu. OK, merci. Merci Benjamin, merci Audrey. Moi, je vais continuer un peu. Je suis en affectation au Mexique sur plusieurs projets. Et je vais vous expliquer un peu de terrain, un peu comment est la situation. En fait, en plus de l'LMI, del Dorado, que nous expliquait Benjamin, il y a différents projets qui sont en train d'agir. En quelque manière, on travaille de manière synergique avec différents projets. Le premier projet, c'est l'LMI. Un autre, c'est un projet PRONAI qui coordonne Gerardo pour 5 ans, aussi pour la recherche des virus émergents dans des rongeurs, oiseaux, moustiques, chauves-souris et humaines aussi.
Et les projets Biodiversa d'IMO que je coordonne sur le rôle aussi de l'effet d'évolution et la diversité moustique, on va parler. Un projet sur la recherche métagénomique avec l'Université de Californie. Et un projet PAPIT aussi sur le coronavirus. Et un autre projet qui vient de cette année, qui c'est aussi un projet caribéen, et sur l'ambassade de France et l'IRD, où on fait des capacity building, on va dire, de transfert de connaissances dans tous les pays, à Cuba et en Amérique centrale. Donc, les chercheurs principaux qui ont travaillé, c'est ça, les chercheurs principaux qui travaillent dans les différents projets, mais en plus, on travaille très proche avec la représentation de l'IRD au Mexique, avec Abdel. Il y a plusieurs collaborateurs, ce n'est pas une liste complète. Anna qui s'occupe beaucoup, Carlos, Audrey, Oscar et des autres chercheurs. Et aussi, on a des places, c'est pour ça aussi qu'on fait ce séminaire pour des autres personnes de MIVEGEC, soit chercheurs, ingénieurs, techniciens, collaborateurs, et dans les projets, comme on va voir. Après, il y a 3 postdocs sur l'équipe, Stanislas, Maria-José, Adélie, et 4 étudiants de doctorat et un étudiant de master aussi dans l'équipe. Il y a plusieurs techniciens aussi qui s'occupent aussi de différents travaux, soit avec les moustiques, avec les rongeurs, avec les oiseaux, avec l'anthropologie ou le travail avec les humains aussi. Et en fait, comme j'ai déjà expliqué Audrey très bien, notre travail se centre sur l'effet d'illusion et l'effet amplification, c'est-à-dire un peu comme la diversité d'hôtes ou des autres diversités, soit des vecteurs ou soit des virus, peut impacter sur les risques d'émergence des maladies zoonotiques transmises par les moustiques dans notre cas, mais aussi dans des autres maladies. Donc, ça, c'est une représentation un peu de comment un gradient d'anthropisation peut influencer la communauté des vecteurs, la communauté des oiseaux, et pourtant impacter dans les risques de transmission. Un premier travail qu'on fait, on fait des types de travail de terrain. Un travail longitudinal, qui c'est sur les parties des projets d'IMOC Biodiversa. C'est un travail où on fait un transect de Mérida, de la ville, on va dire, à Celestún, que c'est une zone humide avec un risque de diversité des oiseaux migratoires qui viennent, et avec des zones rurales à moitié. Donc, comme on peut voir, ici sont des résultats préliminaires. On peut voir comme les zones plus naturelles ont plus de diversité, dans ce cas des moustiques, mais on a fait les mêmes avec les oiseaux aussi, avec les renseignements. Et on peut voir comment la diversité peut varier entre les zones naturelles, où on a moins d'espèces, non, on va dire, principales, que dans des zones naturelles. Et c'est pour ça que on essaie de caractériser toutes ces diversités et de trouver dans les terrains aussi les meilleurs endroits pour travailler, que c'est aussi un travail d'exploration, on a fait, on va dire, cette année. Et en plus de le travail longitudinal, comme on dit, que c'est un suivi, on va dire, chaque 15 jours, non, de la communauté des moustiques et aussi de la communauté des oiseaux, chaque certain temps. Aussi, on fait un travail spatial dans toute la péninsule de Yucatan. Donc, on sélectionne 12 localités, 3 localités conservées, 3 urbaines, 3 qui sont rurales avec une stratégie de conservation, une stratégie de management, on va dire, soutenable, et un autre le plus soutenable possible, et un autre plus intensif pour voir aussi, on essaie de montrer aussi que la stratégie de conservation soutenable protège la santé aussi. Et dans ce cas, que c'est sur les parapluies de le projet de Gerardo Pronay, et ça se travaille un peu tout, c'est-à-dire moustiques, oiseaux, rongeurs, chauves-souris et humains. Et ça se caractérise un peu les paysages et la variable sociologique et anthropologique, en plus de faire un screening viral. Ce sont certaines photos un peu variées sur des travaux de terrain sur les moustiques, mais aussi sur les antigénages des animaux. On a une grande équipe de vétérinaires aussi qui s'occupe de toute cette prise des antigènes sur différents types d'animaux, comme vous pouvez voir. Et aussi après les contraintes qu'on a dans le terrain, logiquement, soit avec les voitures, soit avec la pluie, qui sont un peu classiques. Et j'explique un peu le travail que plus ou moins je coordonne. C'est le travail le plus, on a un postdoc qui va faire un travail avec la taxonomie
des moustiques et un peu la diversité des moustiques, parce qu'on a bien compris que ça ne se connaît pas trop bien, la diversité qu'il y avait des moustiques, et on doit faire un travail un peu plus précis pour bien caractériser qu'est-ce qu'il y en a et éventuellement détecter nouvelles espèces, nouvelles records changer, surtout parce que les groupes Coules, qui sont les vecteurs, sont très complexes à niveau taxonomique et à niveau d'identification. Donc, c'est un travail un peu avec des marqueurs moléculaires et aussi avec des taxonomies classiques. Donc, il est en train de faire un review des moustiques. Il y a un postdoc qui est ici, un review des moustiques de Yucatan et aussi des clés taxonomiques. Et on a fait un procédure pour travailler avec une très bonne plateforme entomologique qui est en train de faire sur l'identification des vecteurs en général. Aussi, Victor Rodriguez, un étudiant maintenant de doctorat que j'ai, il travaille surtout sur comment capturer les moustiques gorgés, parce qu'on a vu qu'il y a une difficulté aussi pour capturer les moustiques gorgés. Pas dans tous les zones sont les mêmes, donc il a fait un revue bibliographique et il va faire le doctorat à Montpellier et aussi ici au Mexique un peu sur cette méthode différente de recherche de trouver des moustiques gorgés et un peu les patrons d'alimentation et interaction vecteur-hôte. Aussi, on est en train de faire une méta-analyse sur les patrons d'alimentation des moustiques à un niveau global, sur différentes espèces de Culex à niveau global, en collaboration avec l'Institut de médecine tropicale de Hambourg, en Allemagne. Et aussi, Maria José, l'autre postdoc, est en train de faire aussi un travail plus sur la compétence vectorielle et les MIR, l'infection rate qu'il y en a sur différentes espèces de Culex à niveau mondial, mais aussi pour se focaliser un peu en Yucatan pour bien comprendre un peu quelles sont les données qu'il y en a de la bibliothèque qui peuvent nous permettre après de faire bien notre travail, soit expérimental, comme on l'a expliqué, soit observationnel dans le terrain. Donc, ça, c'est un exemple un peu des différents travaux qu'on fait. Et finalement, pour terminer, un peu en vision globale sur certaines choses qu'on a. Il y a un bâtiment, parce que Benjamin m'a expliqué un peu, mais nous travaillons avec un bâtiment ici à l'ANES qui va se construire et on vient de faire l'OAG pour un bâtiment pour descendre avec l'IRD, la UNAM et l'ambassade de France. Pour travailler, on avait besoin d'un peu plus d'espace. Aussi, on a un laboratoire de biologie moléculaire et aussi, on a fait, comme vous savez, un documentaire avec Juliette Binos, Marie-Monique Robin sur la fabrique des pandémies aussi l'année dernière. Et il y a plusieurs projets, comme Benjamin peut expliquer un peu plus, sur la cathédrale UNESCO, des choses comme ça. Donc, c'est pour faire ambition et vous êtes invité ici de MIVG à essayer de venir ici au Mexique. Je te laisse la parole, Benjamin. Merci. Gracias, David. Je vais partager. Pas trop long. Ouais, c'était parfait, c'était parfait. En plus, c'est 8h du matin pour toi, alors on pourra. Ouais, c'est ça. Alors oui, donc juste pour conclure un peu, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, nos actions elles se situent dans plusieurs dimensions. Il y a tout d'abord une recherche fondamentale. Audrey et David en ont parlé. Hein. Quantifier l'impact des stratégies de conservation sur les communautés d'animaux sauvages et de vecteurs. Un point peut-être qu'il faut ressouligner par rapport à ce qu'a dit David, c'est que bien sûr on a un gradient de différentes intensités, on va dire, d'activité humaine, de différents types de conservation, de stratégies de protection environnementale qui sont impliquées sur tous les différents sites qu'on surveille. En tout, il y a une quinzaine de sites, il y a plus de 20 personnes qui travaillent sur le terrain. Donc, un grand merci à David pour arriver aussi à coordonner tout ça. Je sais qu'au jour le jour, c'est pas simple. Ensuite, on a des actions aussi qui sont un peu différentes notamment sur le capacity building. Donc là, on est en train de voir justement avec l'Université de Montpellier. Donc, ça avait été un peu mis en pause pendant la pandémie. Maintenant, Audrey va reprendre ça sur la co-certification d'un master qui est en cours de montage à la UNAM. La UNAM, on a oublié de le mentionner, c'est l'Université nationale autonome du Mexique, c'est l'université fédérale, c'est pas l'Université de la ville de Mexico. C'est une université absolument énorme, c'est la deuxième plus grande université du monde, il y a 400 000 étudiants. Donc, il y a un master qui est en train de se monter et avec différents parcours. Et l'objectif, c'est que justement le parcours un peu One Health soit en co-diplôme avec l'Université de Montpellier. Donc ça, on est en train de s'en charger, notamment Audrey. On a un soutien très fort de l'ambassade de France au Mexique.
qui dédie une partie de son budget pour nos activités. On a aussi, j'en parle un peu après, mais l'agence de développement mexicaine qui nous aide, la Mexide. Et donc, comme David l'a dit, ça c'est quelque chose qui est en train de démarrer, un FSPI. Donc, ça c'est quelque chose du ministère des Affaires étrangères qui a une vocation là régionale. Le Mexique, en fait, l'idée c'est que des chercheurs mexicains et français qui sont au Mexique puissent aller faire des formations. Le FSPI se situe à Cuba et dans les Caraïbes. Mais voilà, de faire des liens comme ça. Ensuite, il y a du capacity building aussi. L'idée de ce centre, c'est de faire vraiment un pôle un peu pivot dans toute la région. Donc, on a des liens très forts avec l'Université de Quisqueya à Haïti et avec le WCS au Guatemala. L'idée, c'est que des étudiants haïtiens et guatémaltèques puissent venir se former au Mexique pour après développer le même genre de projet à Haïti et au Guatemala. Il y a aussi donc des chercheurs d'Haïti et du Guatemala qui font partie du LMI, qui nous aident. Et donc, ça permet de mettre en évidence aussi les collaborations un peu sud-sud. En termes de dissémination, donc là aussi, ça a été mis un peu en pause par la pandémie, mais c'était de faire une réunion mensuelle avec l'Institut national de santé publique et le laboratoire Eldorado. Donc ça, on va le réactiver dans pas longtemps. Il y a aussi de la dissémination vers le grand public au travers d'une ONG qui s'appelle Calancab, qui est dirigée par Gerardo Souzan aussi. Et donc, on a aussi un partenariat très fort pour la dissémination de nos résultats dans la communauté scientifique internationale au travers de la collaboration qu'on mène maintenant depuis 2 ans avec la fondation EcoHealth Alliance à New York. Il y a aussi un point important qui est l'interface avec les politiques publiques. Donc, on a une collaboration très, très proche. Le Mexique, pour ceux qui ne savent pas, c'est un État fédéral, comme les États-Unis. Donc, on a une collaboration très, très proche avec le gouvernement du Yucatan, qui a beaucoup de pouvoir en local, et le gouvernement fédéral aussi. Et l'objectif, vraiment, c'est d'arriver à faire du Yucatan un peu la première zone au monde où on a pu implémenter une stratégie de prévention d'émergence des zoonoses à travers une approche One Health. On est bien écouté au Mexique. Le Mexique a été le premier pays au monde à signer la déclaration d'intention de l'initiative Présode. Je ne pouvais pas faire un séminaire sans parler de Présode, évidemment. Donc voilà, pour montrer qu'effectivement, le Mexique compte beaucoup aussi sur ce laboratoire pour développer ses activités One Health à un niveau local et fédéral. Puis enfin, David l'a dit, demain, on récupère les clés pour ce magnifique bâtiment que l'ambassade de France nous aide à louer. Et le but, vraiment, maintenant qu'on a vraiment ce laboratoire, c'est plus quelque chose de uniquement virtuel. Ça va être vraiment quelque chose avec des murs de concret où les 20 personnes qui travaillent tous les jours sur ces différents projets vont pouvoir se retrouver. Il y a des salles de cours, etc., pour justement faire les aspects plus formation. Et donc voilà, l'idée dans ce centre, c'est vraiment d'arriver, comme je le disais au début, de concevoir des stratégies intégrées de prévention d'émergence de zoonoses, notamment au travers des stratégies de protection environnementale. Donc pour résumer un peu la galaxie autour de tout ça, on a différentes cibles. Il y a la formation par les étudiants, il y a le grand public, il y a les aspects de capacity building à une échelle régionale, il y a la communauté scientifique, il y a les décideurs. Et pour chacune de ces cibles, on a des collaborations qui sont déjà bien avancées. On a des financements qui commencent à être conséquents. On a un peu plus d'1 million d'euros maintenant pour les 4 prochaines années pour arriver à développer nos projets et nos collaborations. Donc voilà, maintenant, s'il y a d'autres personnes de MIVEGEC qui sont intéressées de venir travailler avec nous, ça sera avec grand plaisir. Et je vous remercie. Je vais arrêter mon partage. Merci Benjamin, Audrey et David pour cette présentation, pour toutes ces informations. Bon, s'il y a des questions. Je ne vois pas de main levée. Il y a Diego. Ah oui, Diego. Diego, tu peux y aller. Il fallait que ce soit en espagnol. Ouais, c'est ça. Ça manquait un peu l'accent. J'avais une question par rapport pour David et Audrey. Et je me posais là, aussi Benjamin, comment vous intégrez la dynamique des différents habitats, c'est-à-dire par exemple s'il y a des programmes qui vont favoriser la réforestation
ou des choses comme ça. Comment vous intégrez ça avec les risques? La reforestation, c'est ça que tu as dit, Diego? Oui, entre les grilles des enfants, oui. Ok, ouais, Je peux répondre, si vous vas-y, voulez. David, ouais. Par exemple, nous, ça qu'on fait, comme tu vois dans le projet Ponai, et ça c'est une idée qui Benjamin peut-être n'a pas... on doit bien dire que finalement, si on veut démontrer qu'il y a un lien entre la diversité de la communauté de vertébrés et les risques de maladies, aussi on doit essayer de proposer une solution. C'est-à-dire, est-ce que les stratégies de management, comme on dit, soutenables, et réduire ou pas les risques et de certains modèles. Donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie, par exemple, une des zones d'études qui s'appelle Caobas, qui est dans le sud de la péninsule. C'est une zone où ils font de la foresterie soutenable. Donc, ils ont fait une espèce de forestation, de maintenir un peu on va dire, les habitats naturels pour aussi avoir un bénéfice économique, une stratégie économique locale. Donc, c'est un exemple pour nous qu'on va étudier là-bas de la même manière qu'on va étudier dans des autres zones où ils ont fait quand même une culture intensive, par exemple, ou qui s'est déforestée. Donc, on étudie aussi les zones de Tissimine, par exemple, qui c'est le nord-ouest, nord-est de la péninsule, qui s'est déforestée par rapport à des zones qui sont plus forestées ou des stratégies soutenables. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, enfin, juste pour compléter, effectivement, il y a des zones qui sont en changement dynamique, hein, des zones qui sont déforestées de façon durable. J'essaie de trouver le bon mot. Et effectivement, et l'idée, effectivement, à la fin, c'est d'arriver à inclure tout ça au travers de pipelines de modélisation pour arriver à voir effectivement ce que la reforestation dans certaines parties de la péninsule pourrait faire en termes de diminution du risque d'émergence. Je crois qu'il y a Clément qui a une question. Ok, Clément. Clément et Julien. Oui, merci David, merci Benjamin et Audrey pour cette présentation. Donc, ma question justement est relative à la finalité justement de stratégie de conservation et de protection environnementale. J'ai peut-être loupé dans votre présentation cet aspect, mais c'est par rapport à l'aspect sciences humaines et sociales. Est-ce qu'il y a un instant où vous impliquez cet aspect sciences humaines et sociales, les populations, les communautés pour ces stratégies à mettre en place jusqu'à la fin? De toutes les façons, la finalité, ce n'est pas uniquement les politiques, mais également l'implication des populations et des communautés. Est-ce que c'est la dimension sciences humaines et sociales intégrée au projet? Je réponds, Benjamin? Je te laisse commencer, David, ou j'y vais? Comme tu veux. Vas-y, commence. Oui, on a un groupe de travail justement sur la partie anthropologie culturelle et socioculturelle. Là, j'ai mis un Fernanda Mitsuri avec aussi un groupe d'anthropologistes qui, quand même, on essayé de voir un peu toute la partie comportement culturel, on va dire, en faisant des enquêtes. Donc, tout ce travail est en train d'être préparé pour le travail l'Empire spatial, de faire des enquêtes à la population, en plus de la sérologie, ouais, et recueillir aussi des données socio-économiques. C'est ça, non, Benjamin? Oui, tout à fait. Il y a effectivement ce groupe de travail anthropo. L'idée, c'est de comprendre comment, en gros, la circulation dans la faune sauvage se traduit en exposition humaine, donc par rapport aux activités socio-économiques, etc. On a fait un premier travail un peu exploratoire, on va dire, avec Aubane Renard, une étudiante de l'école des études en santé publique qu'on a co-encadré avec Audrey et David, pour voir justement un peu les différentes activités socio-économiques qui augmentent le risque d'exposition. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est prévu, qui ne tardera pas trop à démarrer. Après, il y a une question aussi, mais c'est un peu ce qu'on fait dans l'initiative Présode, hein, c'est ces ateliers de co-construction. Et effectivement, il y a des ateliers de co-construction qui sont pour le moment au niveau régional pour Présode, donc dans toute l'Amérique latine et Caraïbes. Mais sûrement que quand on arrivera justement à cet aspect politique, quand on arrivera à formuler ces aspects on va dire de scénarios de politique publique, là, effectivement, il faudra le faire en co-construction avec les différentes parties prenantes. Ok. C'est bon, je pense que Julien peut aller.
Oui, merci pour vos présentations qui étaient très claires. J'ai une petite question qui est peut-être liée à mon ignorance des phénomènes un peu plus écologiques. Audrey, tu as parlé d'une relation entre biodiversité des espèces de moustiques et émergence de pathogènes. Alors, est-ce que c'est, ou même la quantité de pathogènes. Et est-ce qu'on a une petite idée de des mécanismes derrière ça? Et la deuxième question qui est liée à ça, c'est en fait, on voit aussi, David t'a montré ça, que dans les zones rurales, il y a une plus grande diversité que dans les zones urbaines. Et on sait pourtant que les épidémies ont lieu dans les zones urbaines aussi pour des raisons de présence de plus d'hôtes, donc en l'occurrence les hommes. Et du coup, voilà, comment tout ça vous l'articulez pour essayer de pas avoir d'effets confondants et de vraiment faire le lien entre diversité et risque, émergence, urbanisation, densité de population, etc. Alors moi, je vais répondre au début de ta question. Donc effectivement, il faut pas confondre en fait sur ce qui est de la diversité en espèces de vecteurs. Il y a, je pense, deux choses à prendre en compte. Déjà, cette diversité, ça va impacter effectivement la transmission puisque tu auras beaucoup plus de piqûres. Plus tu as une diversité de vecteurs, plus tu as un nombre de piqûres et du coup, plus tu augmentes ta transmission. Et après, il y a une deuxième chose, c'est-à-dire qui est plus à l'échelle intra-individuelle au niveau du vecteur, où comme tu as quand même une immunité qui va moins impacter le virus, bah, du coup, tu as tendance à beaucoup plus diversifier ton virus sur la finalité. Donc, c'est pour ça que souvent, ce qu'on voit dans les études, c'est que quand tu infectes des vecteurs avec des virus, tu vas avoir une diversification au cours du temps, contrairement pour le réservoir vertébré où tu vas avoir au contraire une diminution de la diversité in fine. Donc, je pense que la diversité de vecteurs va pouvoir influer à la fois la transmission de ton virus, mais aussi la diversification de ton virus. Après, pour la partie urbain, je vais laisser David répondre, si ça va à David aussi. Mais, Oui, oui, ça va. Oui, en fait, je pense qu'on doit différencier quand même que les modèles qu'on étudie, nous, sont comme Audrey l'a dit, c'est les systèmes qui sont multivecteurs, multi-hôtes. Ce n'est pas la dengue, ce n'est pas ces petites maladies zoonotiques. Donc, il faut aussi bien comprendre qu'on travaille sur l'effet d'illusion. L'effet d'illusion, l'effet amplification, parce que finalement, on peut trouver amplification, on peut faire une illusion. Et qu'est-ce que ça détermine ça? Pas seulement la diversité, c'est le gradient de diversité. Il y a des patrons de risque d'amplification et d'illusion en fonction de cette diversité ou pas des patrons. Et ça dépend beaucoup de la force d'infection de la communauté d'hôtes et de la communauté de vecteurs. Et ça dépend beaucoup de la compétence vectorielle ou de la compétence d'hôtes de la communauté. Donc, s'il y a beaucoup plus de diversité et si les hôtes ne sont pas trop compétents, donc ça veut dire qu'il y a une dilution. Mais le moment que la communauté se simplifie et il y a certaines hôtes ou vecteurs qui évoluent, on va dire, et qui coévoluent pour être un peu plus compétents, c'est ça qui conditionne un peu l'amplification à certains endroits. Donc, ça dépend pas seulement de la diversité, ça dépend aussi des mécanismes implicites. C'est prédéterminé pour les patrons des compétences des vectoriels ou d'autres de la communauté, la force d'infection. Donc, l'histoire, c'est que, comme tu dis, ce n'est pas seulement une histoire de gradient d'anthropisation et diversité, parce que s'il y a différents écosystèmes, et nous, on a un problème sur le terrain, ça, parce que tu peux voir qu'il y a certains amarants salés, en forêt caducifole, en forêt, différents écosystèmes aussi peuvent faire un effet confondant. Donc, il faut aussi travailler ça avec les différents écosystèmes et les différentes quantifications de la couverture forestière, etc. C'est un travail long, quand même, tout cet effet d'illusion sur le terrain. Oui, comme vous avez dit, la partie vectorielle, en fait, compétence vectorielle est importante parce qu'on peut avoir une diversité, mais si il y en a une espèce qui est plus compétente et qu'elle se retrouve en zone urbaine, comme le cas de la dengue, effectivement. C'est la composition qui joue beaucoup plus que la diversité en elle-même. Oui. Après, tu as des liens entre diversité et composition. Et un point quand même qui est aussi important, c'est que
Là, l'objet, c'est l'émergence, ce n'est pas forcément la propagation. Évidemment, les épidémies humaines vont avoir plus tendance à se mettre à se propager plus. Si on se met sur la propagation va plutôt se faire effectivement dans des espaces urbains parce qu'il y a plus de gens, tout simplement. Mais l'aspect émergence, donc les premiers cas qui vont en fait démarrer les chaînes de transmission, c'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait au même stade. C'est-à-dire que nous, on se focalise vraiment sur l'émergence, le risque d'émergence, et pas forcément sur le risque de propagation. On essaye d'intervenir, de comprendre ce qui se passe un peu en amont de ça. Merci. Ouais. Ok. Il y a le grand chef qui veut parler, je crois. Frédéric, à toi. Salut tout le monde et merci beaucoup à tous les trois pour votre présentation. C'est vraiment, je pense, super ce genre d'interaction que vous montrez au sein des équipes et puis très transversale sur les thématiques au sein de l'unité, et puisque vous réussissez à monter au Mexique et les ambitions que vous avez sous-régionales sont, voilà, c'est vraiment emblématique de ce qu'il faut qu'on fasse et qu'on arrive à faire dans l'unité, je pense. Merci donc de cette intervention et merci à Audrey de venir présenter ton projet de recherche à peine. Tu n'es même pas encore là en tant que recruté. Hein, pour rappel, Audrey a été recrutée sur le concours CRCN IRD cette année, même si on la connaît depuis longtemps. Il y a divers post-docs et stages et même bien avant. Donc, bravo pour ça et merci pour ça. J'allais abonder dans le même sens que ce que vous venez de dire sur le topic et vraiment les phases initiales de l'émergence, hein, par rapport à la question de Julien, d'après ce que je comprends aussi. Puis je m'implique là-dedans aussi parce que c'est intéressant quand même. Et donc, sur ces phases initiales de l'émergence et comment ces différents assemblages peuvent non seulement permettre le passage de pathogènes, donc des virus, parce que c'est plus facile de travailler avec des virus, on a plus d'outils, on a plus de facilité, entre guillemets, à travailler sur les virus. Donc, ce passage de la faune sauvage, la faune domestique à l'homme, mais aussi comment ces assemblages peuvent servir d'incubateur à des virus qui deviennent vraiment très dangereux pour les gens plus urbains et à vrai potentiel pandémique. On est vraiment sur les phases initiales du passage d'espèces et de l'incubateur à quelque chose de dangereux pour l'humanité dans les villes avec les vecteurs qu'on connaît au niveau des villes. Clairement, je suis d'accord avec ce que dit Julien, le lien avec la propagation ensuite, il n'est pas vraiment flagrant pour l'instant dans le dispositif, mais ce n'est pas le focus. Moi, j'avais une question pour vous trois, c'est que c'est vraiment quelque chose d'important, ce partenariat, c'est quelque chose de longue haleine, c'est quelque chose qui se développe quand on voit vos espaces dans le terrain que de labo, que de bureau même, pour employer un mot tabou en ce moment dans l'unité, ça fait presque rêver, ça donne envie, mais au-delà de fédérer sur vos thématiques dans l'unité, de faire des appels à contribution, qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux en termes de collaboration sud-sud? Il y a les mêmes dispositifs qui existent et j'espère qu'ils nous seront présentés en Afrique, en Asie, sur des thématiques qui sont peut-être pas totalement les mêmes que celles qu'on peut mettre en avant au Mexique, mais comment vous envisagez comment tout ce que vous mettez en place là peut servir non seulement à développer les collaborations au niveau régional, mais beaucoup plus vaste que ça, au niveau sud-sud sur les autres continents. Est-ce que vous y réfléchissez? Je vais attaquer peut-être. Effectivement, il y a... encore une fois, hein, je pense qu'il y a Présode qui peut justement jouer un peu ce rôle de catalyseur en Amérique latine, où on voit effectivement que ce qu'on a fait au Mexique est vu un peu comme un exemple, hein, de ce qui peut être fait dans la région. Donc, l'idée, c'est effectivement d'exporter un peu notre modèle, entre guillemets, dans d'autres pays de la région. Alors, on avait une collaboration qui était bien avancée avec Haïti, mais bon, voilà, comme vous savez, maintenant, Haïti, c'est quand même plus que compliqué.
Le Guatemala, ça peut être aussi quelque chose à court terme d'assez facile à mettre en place. Avec EcoAlpha Alliance, on a été aussi impliqué sur un projet en Bolivie, financé par l'IDRC, donc les Canadiens, je ne sais plus exactement ce que veut dire l'acronyme, mais avec un peu la même thématique. Toujours avec EcoAlpha Alliance, il y a aussi un peu cette idée en Afrique. Alors, je ne sais plus c'est dans quel pays, pour être tout à fait honnête, mais il y a un peu cette idée-là aussi qui est en train de développer. Et puis, un lien qui est assez évident et on commence à en discuter, c'est avec Serge Morand, donc, qui a rejoint l'unité fin de l'année, je crois. Et tout ce qu'il développe en Asie, où justement, il y a des choses qui sont très, très similaires. Et voilà, avec Serge, ça fait plusieurs mois qu'on se dit que quand on aura 5 minutes, il faudra qu'on parle pour justement voir que lui présente ce que lui fait en Asie, que nous, on présente ce qu'on fait au Mexique et de voir justement les commonalités et de voir comment s'enrichir l'un l'autre. Ouais, Donc ça, on c'est en le fait déjà premier des truc, hein. choses. On en fait déjà des choses en Afrique, des LMI, Oui, non, on bien en a sûr. d'autres aussi, y compris certains dans les tuyaux. Donc voilà, se baser sur ce qu'on a aussi déjà en place sur les autres continents, et on est quasiment présent partout, hein, avec des partenariats solides et des choses comme ça. Et donc voilà, Après, penser à c'est vraiment... l'idée un peu aussi de cette présentation, c'est que tout le monde voit un peu ce qu'on fait au Mexique. Et puis, s'il y en a qui se sentent, voilà, on ne connaît pas forcément tous les projets qui se font non plus. Donc, s'il y en a qui se sentent intéressés par ce type d'approche, qui développent le même genre d'approche, que ce soit en Asie, en Afrique, etc., voilà, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir. Que ça soit en termes scientifiques comme en termes de Oui, partenariat, tout à fait. voilà, des présentations comme ça, c'est vraiment intéressant. Merci encore une fois, je laisse la parole. Si vous voulez replonger dans la science, c'est plus que bienvenu. Merci. Merci Fred. Est-ce qu'on a encore d'autres personnes qui aimeraient bien apporter quelque chose? Oui, Clément? Oui, donc je dis peut-être David, on est tous les deux impliqués dans le projet FSPI de Cuba. Donc comment tu vois l'intégration de ce projet dans les Caraïbes et le projet que vous menez au Mexique? Tu l'as cité, mais tu n'as pas dit comment tous les projets que tu as montrés au début s'intègrent dans la thématique abordée ici. Donc, je ne sais pas comment tu vois les choses. Est-ce que tu peux clarifier les interactions entre les différents projets? Oui, bien sûr. En fait, le projet FSPI, c'est un projet plutôt de formation et capacity building, capacité pour des chercheurs cubains. Donc, Clément, depuis la Réunion, et moi, depuis Mexique, on est impliqué sur ça. Et Clément, plus sur la partie insectes stériles et transfert de connaissances stériles. Et nous, on va faire des formations ici, dans les nouveaux bâtiments probablement, et aussi à Cuba, sur la capacité des chercheurs en maladies émergentes, soit moustiques, vecteurs, mais pas seulement. Donc, on est en train de préparer des formations et transfert de connaissances qui sera ouvert, comme on avait dit, quand même à des chercheurs cubains, mais aussi à tous les réseaux caribéens. On travaille en collaboration avec les pasteurs de Guadeloupe, avec les CIRAD, mais aussi avec comme dit, finalement, notre objectif, c'est aussi de faire des collaborations sud-sud à niveau régional. C'est ça qu'on veut, non? C'est pour ça que ça va être un centre un peu de référence ici à Mérida, parce qu'il y a beaucoup de inégalités. Excusez-moi, il y a un bruit. Il y a beaucoup d'inégalités de santé. Vraiment, on les voit sur les communautés rurales, mais aussi à niveau régional, sur l'accès aux connaissances. Donc, l'idée, c'est faire ça. Je ne sais pas si j'ai répondu, Clément, mais plutôt pour moi, l'FSPI, c'est un projet de transfert de connaissances. C'est la partie de transfert de connaissances plutôt que la partie recherche, qui c'est toi qui te coupes avec l'insecte stérile. C'est un peu ça à mon volet, non? Je disais peut-être les questions qui ne sont pas intégrées dans le projet FPI, c'est que, du moins, les aspects de conservation et de protection environnementale, c'est ces aspects qui ne sont pas intégrés. Est-ce que ça vaut le coup maintenant de le faire, puisque de toutes les façons, la convention est en cours de rédaction? Est-ce que ça mérite qu'on intègre cet aspect, puisque ça rejoint, je pense que c'est possible, hein? Si vous avez également les...
Bien sûr, nous, on va faire des formations dans One Health, je veux dire, en écologie des maladies. Donc, en général, on va travailler tout ça avec le groupe de Gerardo. Et donc, ça sera plutôt une partie formation pour le moment, je pense. Oui, On va parler. On va faire une convention, Clément. On va faire la convention, Clément. Et je comprends justement l'avis de Fred tout à l'heure, justement, des positionnements dans différentes régions. Mais on a une limite à MIVEGEC qu'on n'est pas présent partout. Donc, forcément, même si votre appel est lancé au sein de MIVEGEC, je pense qu'il faudra compter sur des partenariats dans des différents pays avec d'autres institutions et d'autres organisations. On peut pas, je ne sais pas si MIVEGEC peut être partout ou sur différentes régions, Asie, Afrique et tout ça, mais je pense que la dimension de partenariat avec les institutions, elle est importante justement pour aborder tous ces aspects. On ne pourra pas le faire tout seul, j'imagine. Je sais Bon, pas, Benjamin, Benjamin, on a le potentiel à MIVEGEC quand même de répondre à la même question, on va dire, en différents continents. Oui, ça, moi, je ne suis pas effectivement inquiet pour ça. Juste pour répondre sur le FSPI, au tout début, effectivement, on avait été impliqué, je ne sais plus par qui, je crois que c'était par Jean-Michel Portefeuille de l'ambassade de France à Cuba, qui voilà, faisait un peu le panorama de tout ce que, en gros, IRD, CIRAD, Pasteur pouvaient faire sur Cuba. Et effectivement, nous, vu que on veut se focaliser sur le Mexique hein, quand même, mais effectivement, un côté régional est intéressant, mais en gros, sur notre thématique, on n'a pas identifié suffisamment de scientifiques, on va dire, pour arriver vraiment à développer des projets de recherche. Donc, c'est pour ça que le côté formation voilà, nous semble intéressant parce que c'est un peu la première brique pour continuer pour développer des choses peut-être plus en profondeur. Maintenant, voilà, qu'on développe ce genre d'approche en Afrique, en Asie et au Mexique, moi, ça me semble tout à fait possible. Pas dans tous les pays, bien évidemment. Mais oui, et puis je pense qu'en plus, ça peut être... parce que développer ce genre de stratégie intégrée, ça va forcément être très dépendant du contexte local. Ce qu'on va trouver au Mexique ne va pas être directement applicable au Burkina, en Thaïlande. Voilà, chaque contexte a sa vérité et c'est pour ça que voilà, ce qu'on veut, c'est pas exporter nos résultats, c'est exporter le modèle de ce qu'on fait. Et donc, je pense que pour ça, MIVEGEC est effectivement la bonne plateforme. Ça j'en suis convaincu. Après, voilà, on verra où c'est qu'on peut avoir raisonnablement suffisamment de force pour développer ça. OK, merci. Bon, OK, merci pour ce séminaire. Nous allons une fois de plus remercier Benjamin, Audrey et David pour cette... Ah, Guillaume veut prendre la parole. OK. Non, je crois qu'il applaudit juste. Exactement. Voilà. Ah, OK, d'accord. Ça. Mais merci quand même. Merci pour cette présentation. Fred. Merci de nous avoir parlé de ce sujet. Et pour passer, bonne soirée à vous, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine fois. Merci. Oui, merci à tous. Bonne journée. Et à toutes. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.